Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé pour VK. Allez, on va parler des deux cycles de l'eau et comment gérer tout ceci ensemble. Mais tout de suite, les brèves de la semaine. Avec un arrêté portant dérogation à l'utilisation du vote électronique pour les élections dans la fonction publique de l'État. Et puis une question, est-ce qu'une université peut recruter un professeur de droit public et puis parce que c'est pas le local de l'État qui s'apprête à gagner, est-ce que je peux dire ah bah non parce que notre recrutement il risque de pas être impartial? Non. On avait déjà eu une affaire à peu près semblable d'ailleurs il y a quelques mois, donc décidément dans ce monde-là il y a quelques difficultés à admettre que le meilleur candidat ne soit pas le local de l'État. En matière de contrat maintenant, on a eu une décision intéressante du GAP du Conseil d'État sur la recevabilité de référés, précontractuels et contractuels, quid des pourvois en cassation en ce domaine. Et puis publication d'un nouveau décret sur le contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité, pour l'État et ses établissements. Et puis aussi une autre question amusante, on a pas mal de jurisprudence pour dire que pour les ventes en l'état futur d'achèvement, eh bien si l'acheteur public commence à demander son bien en VFA, mais à demander pas mal d'adaptations, notamment sur ce qui concerne la structure, eh ben on n'est plus sur un achat en VFA sans mise en concurrence, on est bien sur un marché de travaux déguisé. Pareil pour les baux en l'état futur d'achèvement, nous dit le Conseil d'État. Vous savez que depuis 2023, on doit prendre en compte pour un certain nombre de produits numériques en marché public un indice de réparabilité. À partir de 2026, il faudra substituer un indice non plus de réparabilité mais de durabilité. Comment ça marche? Comment ça marchera surtout? Réponse avec un décret du 5 avril 2024. Et contrat toujours, continuation de la saga sur l'indemnisation sur Notre-Dame-des-Landes. On avait eu pas mal de jugements sur le processus, puis sur la résiliation. Maintenant, on commence à voir l'indemnisation du concessionnaire évincé. Et celui-ci a mal engagé ses premiers contentieux, nous dit le TA de Nantes, mais ce n'est qu'une première étape sur une longue saga qui sera sans doute intéressante quant à l'indemnisation quand on a une résiliation pour motif d'intérêt général. En matière d'urbanisme, maintenant, une loi assez importante a été rendue sur l'accélération, la simplification de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Donc il y a beaucoup de choses sur les copropriétés dégradées, il y a un volet expro, il y a un volet urbanisme, beaucoup de choses. J'ai essayé de vous résumer 2-3 petits trucs, n'hésitez pas à mettre sur pause sur ce qui défile là à l'écran. Et puis, vous le savez, c'est notamment le cas depuis une loi 2023, on a la possibilité de faire des zones d'accélération de l'éolien et d'autres au contraire où on réglementera, où on le limitera. Mais déjà, dans le droit antérieur, on avait des choses qui ressemblaient à ça. Oui, d'accord, mais pas au point de dire que les zones où on va le limiter correspondent, comme par hasard, au zonage des communes qui s'y opposent. Ça aurait évidemment des éléments plus objectifs que ça, nous dit la CA de Bordeaux. Un peu évident, hein. Ce qui est plus nouveau, c'est que il y a, en matière environnementale cette fois, très souvent une course. Je m'explique. Quand quelqu'un obtient par exemple une dérogation espèce protégée, il sait qu'il va avoir très vite un référé, parfois un référé liberté, la plupart du temps un référé suspension. Dans ce référé suspension, il faut qu'il y ait un moyen sérieux, mais aussi de l'urgence. Donc si les gens se débrouillent pour, en très peu de temps, faire 90% des travaux, très souvent le juge disait, 82% des travaux sont faits, il n'y a plus d'urgence au sens du référé. Ça ne sera plus le cas. La politique du fait accompli ne marchera plus. Un chantier peut être accompli à 90% et néanmoins pouvoir donner lieu à constitution d'une urgence au sens du référé suspension. Sur le terrain, ça change beaucoup de choses. Donc, Conseil d'État, 8 avril 2024. Environnement toujours, lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre l'effondrement de la biodiversité, ce sont des choses évidemment belles et bonnes, mais il faut quand même aussi qu'on s'adapte à ce réchauffement. Et comment s'adapter et avec quel coût selon le phasage que l'on adopte. C'est toutes les problématiques d'une étude passionnante de I4CE, avec beaucoup de financement public. Donc voici ici les références. Allez regarder. Le communiqué de presse est très court et c'est ce qui se retrouve souvent dans la presse, mais quand vous allez regarder l'étude elle-même, le rapport lui-même, il y a beaucoup de choses très fines et vraiment passionnantes. Et puis environnement toujours, pour la première fois, la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne un État, en l'occurrence la Confédération helvétique, pour inaction climatique. C'est une première, c'est probablement pas une dernière, et c'est vrai que des sanctions, on pourrait s'y attendre, pas forcément sur le terrain de la CEDH.
D'autres décisions ont été prises, par exemple, par la CA de Toulouse sur l'attribution de sous-quotas de la pêche de thon qui doivent intégrer des critères environnementaux. Et il y a pas mal de décisions cette semaine-ci. Il y a eu également un décret sur l'agrivoltaïsme et une autre décision du TA de Toulouse, c'est pas la première, une ordonnance, sur les conditions dans lesquelles on peut repasser du porte-à-porte à l'apport volontaire pour les déchets. Décision plus stricte que d'autres qui ont été rendues par d'autres juridictions, mais il est intéressant de combiner tout ceci. Voir mes vidéos d'ailleurs et mes articles à ce propos. Et puis, l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité a eu enfin son point de lancement juridique par un décret du 6 avril. En matière de mobilité, mais avec un lien avec l'environnement, une loi a été adoptée du 5 avril qui permet aux autorités organisatrices de mobilité de récupérer des véhicules qui n'ont plus d'usage, mais qui sont quand même de critère 3, donc pas trop polluants, et que l'on peut mettre en location à prix réduit, notamment pour les mobilités, donc en milieu rural. Beaucoup de choses seront affinées par un décret à venir. Et puis un petit volet scolaire aussi à nos actualités, puisque évidemment on a l'uniforme à l'école qui fait ses premiers pas. Est-ce que on peut essayer de censurer ceci en référé? Non, nous dit le théâtre Cergy-Pontoise en l'espèce, mais avec un argumentaire qui sera utilisable pour d'autres jurisprudences à venir. Et puis une circulaire et un plan ministériel pour tout ce qui est sécurité à l'école. Voici ici quelques références, tout est sur le site du ministère, mais vous trouverez ça également sur mon site, sur Sunfeka, etc. Et puis en matière d'autonomie, une loi sur la société du bien vieillir et de l'autonomie. Alors il y a eu des débats parlementaires passionnants à ce propos. Un accord s'est fait, certains disent que c'est un accord à minimum, mais il y a quand même beaucoup de choses dans ce texte. Là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause et voyez ce qui défile. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est beaucoup moins consensuel en revanche, c'est la question des PM. En effet, il y a eu le lancement la semaine passée de ce qu'on appelle le Beauvau des polices municipales et a été glissée l'hypothèse en réunion qu'on pourrait peut-être rendre obligatoire les polices municipales, ou gardes champêtres, à compter de 10 000 habitants, a priori plutôt PM. Et là, l'AMF a défouraillé tous azimuts contre cette proposition en s'indignant beaucoup. Vaste sujet, première étape de ce Beauvau qui visiblement aura des rebonds tendus. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà, et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier. Gérer ensemble les deux cycles de l'eau, retour sur expérience. Bon, allez, il y a le grand cycle de l'eau, le petit cycle, l'alimentation d'eau potable, l'assainissement collectif, non collectif et les zonages qui vont avec, et puis il y a le grand cycle, dont la GEMAPI, dont les ruissellements, dont les cours d'eau, etc. Bon, on sait tous très bien que c'est beaucoup plus subtil, et qu'il y a également des questions de lien avec la pêche, le tourisme, la continuité des cours d'eau et la biodiversité. Il y a des liens également avec les coulées de boue, avec l'imperméabilisation des sols. Il y a des liens avec les questions également d'eau pluviale, urbaine ou non urbaine, etc. Et que quand on va essayer de regrouper tout ceci, les premiers outils qui viennent à l'esprit évidemment, c'est les SAGE et les SDAGE, avec des rapports de compatibilité ou de conformité selon les cas que j'ai essayé de résumer dans ce tableau. Bon, mais que quand on pense à toutes ces compétences, GEMAPI, GPU, AEP, ANC, assainissement collectif, défense extérieure contre l'incendie, et les autres compétences environnementales, et puis les compétences parcs, les compétences également Natura 2000, la gestion spécifique des zones Ramsar et autres, on a des grandes complexités. On a également à mettre en place des projets de territoire pour la gestion de l'eau ou des plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux. On a l'ordonnance du 22 décembre 2022 avec ses très nombreux textes d'application à mettre en œuvre, qui vise également à dépasser tout ceci, mais que tout ceci est très compliqué à gérer ensemble. Dans ce cadre-là, j'ai souvent rencontré des cadres territoriaux et des élus qui essaient de gérer tout ceci ensemble en mettant beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, y compris dans des territoires compliqués, y compris aujourd'hui tout ce qui est mis en œuvre pour réduire, je sais pas moi, les algues vertes ou autres. Ce sont des sujets très compliqués et où il y a beaucoup de choses à dire. Parmi les gens qui m'ont intéressé se trouve monsieur Guy Pennec, et j'ai voulu justement prolonger mes échanges avec lui devant vous, en l'ayant invité. Merci monsieur le maire, bonjour. Bonjour maître Landau. Première question. J'ai cité l'ordonnance de 2022, les PTGE, PGSSE. Est-ce que tout ceci conforte une vision unitaire
de la gestion des petits et grands cycles ensemble de l'eau? Et si oui, comment le vivez-vous? L'ordonnance qui vient conforter un travail déjà mis en place sur le territoire de Morlaix Communauté et plus largement sur celui du sage Léon Trégor que je préside. La question de la gestion intégrée de l'ensemble des masses d'eau, qu'elles soient fluviales, qu'elles soient souterraines ou qu'elles soient littorales, nécessite un consensus de départ, un postulat de départ basé sur la solidarité et sur la coopération. Et aujourd'hui, ce que l'on constate dans un contexte sociétal où chacun d'entre nous est de plus en plus exigeant, voire souvent insatisfait, le sujet de l'eau peut amener, si on fait abstraction de ces notions de solidarité et de coopération, peut amener des situations tendues, voire conflictuelles. Ah bah justement, comment mettre tout le monde autour de la table? Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que nous sommes sur un territoire qui présente une homogénéité géographique et un pays, un pôle d'équilibre, le territoire rural, qui constitue une entité à trois secteurs, à trois communautés, celle du pays de Landivisio, celle du pays Léonard de Saint-Paul-de-Léon et la communauté d'agglomération de Morlaix, qui présente l'immense avantage de constituer, d'élaborer actuellement un SCOT, de se retrouver en atelier avec de nombreux élus pour construire un projet de territoire avec un sage qui fonctionne depuis mai 2021. C'était le dernier sage en Bretagne à élire son président. Mais cette commission locale de l'eau fonctionne avec ses commissions thématiques et surtout avec la particularité d'une complémentarité avec les services préfectoraux, chacun dans son rôle. Mais les différents collèges, quels qu'ils soient, que ce soit celui des institutionnels de l'État, les représentants de l'agence de l'eau, mais celui des élus et celui de la société civile et des professionnels, eh bien, fonctionne, je dirais, un tout petit peu à l'image de ce que je souhaiterais, à l'image des waterboards hollandais ou des anciens waterboards hollandais, c'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table, on se dit les choses droit dans les yeux, dans le respect et l'écoute, et on trouve une porte de sortie. On élabore une porte de sortie sans fâcherie, en se disant que ce qui nous gouverne, c'est la recherche du meilleur dénominateur commun entre nous. Et avec un grand enjeu en termes de qualité, de nitrates, d'algues vertes, etc., je crois. Nous avons aujourd'hui, sur notre territoire de la communauté d'agglomération de Morlaix, parmi les 56 captages prioritaires bretons, un captage prioritaire qui est situé sur une des deux rivières qui se rejoignent dans Morlaix. Nous passons d'un périmètre immédiat, rapproché, éloigné de l'ordre de 1500 hectares à peu près, à 8800 hectares. La question à la fois du travail de bassin versant, d'aménagement du bassin versant, avec toutes les sources de contamination possibles, et elles ne sont pas que agricoles, et parfois loin s'en faut. Donc cette gestion globale nous permet d'approcher et d'identifier ce que peut être un PGSSE étendu à l'ensemble de nos points sensibles, de nos captages points sensibles sur le territoire et autres forages ou ressources que nous avons même abandonnées parfois et qu'il s'agit aujourd'hui, suivant les possibilités, de pouvoir les réouvrir. Donc le travail sur la qualité et les analyses est un projet au long cours avec nécessairement un large spectre technique et géographique. Ça doit faire exactement 15 ans que nous avons, à l'époque des syndicats de bassin versant, lancé des opérations de suivi, d'analyse physico-chimique, du phytosanitaire, du bactério et du médicamenteux. Nous avons travaillé par exemple sur le territoire avec le grès de Lyon,
et avec le site INSA de Citybel sur la rivière de l'Arve durant 7 ans pour pouvoir mesurer et rechercher une norme de qualité sur le médicamenteux. Puis nous avons abandonné par défaut justement de seuil. Nous avons abandonné. La bactério, c'est la même chose. Nous n'étions pas suivis par les institutionnels et on nous disait non, non, on ne prend pas en compte des participations au financement, on ne prend pas en compte dans le contrat territorial agence ou que ce soit avec la région ou le département. La bactério, ça ne nous intéresse pas trop et il n'y avait même pas de suivi régional réel. Aujourd'hui, la bactériologie, pour des territoires comme les nôtres où nous avons, disons, les petits côtiers bretons, eh bien, la bactériologie est devenue quelque chose d'essentiel sur la qualité des eaux estuariennes et avec toutes les activités économiques, touristiques qui en dépendent et conchilicoles qui en dépendent. Vous voyez, la question des norovirus, par exemple, surgit maintenant régulièrement. Donc, nous sommes obligés de raisonner sur cette question de qualité à une échelle qui dépasse celle d'une rivière, d'un bassin versant. C'est l'ensemble de, des bassins versants que présente le territoire. Et nous avons cette chance d'avoir une certaine homogénéité de communautés sur nos territoires. Et je crois que vous êtes très agacé qu'il soit complexe de gérer en pratique, ensemble petits et grands cycles de l'eau. Oui, complètement, à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan finance comptable. Par exemple, l'établissement des budgets. Il est quand même assez impensable qu'en fonction des lois MAPTAM et de la loi NOTRe, qu'aujourd'hui, on ne puisse pas faire un budget unique, un budget principal. Je sais bien qu'il faut une traçabilité, mais avec des sous-budgets analytiques, on peut avoir une traçabilité, on peut avoir une authenticité et une sincérité budgétaire. Mais d'avoir un budget eau potable, d'avoir un budget assainissement, d'avoir un budget pluvial, d'avoir un budget GEMA, d'avoir un budget PI, d'avoir un budget hors GEMAPI, mais c'est vraiment ubuesque. Alors moi j'ai l'habitude de dire, on évolue en pleine administration biélorusse, où il faut des visas de partout, où tout le monde a son mot à dire et que celui qui en connaît le moins va emporter la décision. Je suis peut-être un peu violent, mes paroles sont un peu violentes, mais c'est usant et c'est le constat que je fais au quotidien. Alors, je dois dire que sur cette question financière et budgétaire, euh, une très grande partie des services de l'État, c'est-à-dire du Trésor public, euh, sont très constructifs. Mais ils ont aussi leurs règles et leurs codes à observer et que malheureusement, et là je le prends en toute responsabilité, malheureusement, la législation, le cadre législatif n'évolue pas assez vite. Nos parlementaires devraient se saisir de tous ces sujets-là beaucoup plus rapidement pour faciliter justement le travail des élus et des services sur le terrain. Le cloisonnement, la multiplicité des contrats de territoire, alors, tant mieux, heureusement qu'ils existent, et l'agence sur nos territoires, et nous avons je ne dirais pas une chance extraordinaire, c'est une réalité, c'est plutôt en termes de constat. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne joue pleinement son rôle au soutien des structures qui sont en place sur les territoires. Il nous accompagne et des fois même bien plus que ce qu'on aurait pu penser au départ. Il nous accompagne, il nous conseille, il joue pleinement le rôle. Il nous finance bien sûr très largement. Mais d'avoir un dossier type pour l'agence de l'eau, d'avoir un dossier type pour la région, d'avoir un dossier type pour le département, d'avoir un dossier type pour les fonds FEDER, ça nous fait multiplier du temps de travail administratif incroyable, incroyablement lourd dans nos services, pour au final des rapports dont des fois on se demande s'ils sont lus et pour lesquels il faut un temps de décision anormalement long. Je prends pour exemple un jour les plans algues vertes,
Un autre jour, les contrats territoriaux. Un autre jour, je vais prendre les études HMUC. Voilà, ben, on n'arrive plus à s'en sortir. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, nos techniciens agricoles, puisque dans nos services, nous avons une cellule agricole, eh bien, nos techniciens agricoles passent entre 40 et 60% de leur temps sur du travail administratif. Or, ils devraient être beaucoup plus sur le terrain. Je le constate aussi sur les questions des milieux aquatiques, que ce soit entretien de cours d'eau, que ce soit zone humide et autres. Bien, merci beaucoup Monsieur le Président. Kenavo. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, le 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.